Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver donc ce soir pour ce nouveau musée par en live, l'émission de débat en direct du Musée national de l'histoire de l'immigration, qui est, rappelons-le, situé au Palais de la Porte Dorée à Paris. Un débat en distanciel, comme nous y sommes faits cette année, en cette année bien particulière. Alors, il y a 15 jours, c'est Nora Hamadi qui était à ma place pour parler art en banlieue avec ses invités, une émission d'ailleurs que vous pouvez retrouver en podcast sur le site du musée. Il y a aussi un autre débat récent que je voulais vous rappeler. C'était celui qui avait eu lieu entre Anne Lafont, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et Françoise Vergès, la présidente du collectif Décoloniser les arts. Et ce soir, nous abordons une thématique qui est proche justement de ces débats précédents, avec d'autres invités, donc liberté de création, la culture à l'épreuve des revendications identitaires, point d'interrogation. Ce sera le débat qui va nous rassembler ce soir, donc une question qui est au cœur de l'actualité, des enjeux de reconnaissance, que signifie aujourd'hui la liberté d'expression dans le domaine des arts. Faut-il la sacraliser ou au contraire l'adapter à ce nouveau contexte, à ces revendications, à ces demandes, à ces pratiques aussi? Est-ce que les institutions culturelles, les musées doivent évoluer pour mieux prendre en compte donc ces attentes, leur donner la place qu'elles méritent, mieux intégrer donc les identités dans la construction des récits? Comment prendre en compte ces sensibilités du public, répondre aux demandes de reconnaissance, et en quoi justement ce contexte interroge aujourd'hui les institutions culturelles? Pour en débattre ce soir, je présente tout de suite nos trois invités. Elisabeth Caillé, vous êtes agrégée de philosophie, docteur en sciences de l'éducation, experte en médiation culturelle, et vous avez, entre guillemets, je veux dire, deux casquettes, entre autres, en tout cas au titre desquelles vous êtes ici ce soir pour débattre justement de cette liberté de création dans ce contexte. C'est-à-dire que c'est à la fois votre casquette de l'Observatoire de la liberté de création et puis bien sûr la Fondation Lilian Thuram d'éducation contre le racisme, à laquelle vous participez abondamment, régulièrement, et notamment en tant qu'administratrice, je crois, et membre du conseil scientifique de la Fondation Lilian Thuram. Thomas Golsen, bonsoir, vous êtes docteur en histoire de l'art, vous êtes maître de conférences en histoire de l'art et en études visuelles modernes à l'Université de Lille. Parmi vos dernières publications, je citerai Essais de bricologie, ethnologie de l'art et du design contemporain aux éditions de l'EHESS. Vous travaillez justement en tant qu'historien de l'art et de ses études visuelles, vous travaillez sur la liberté d'expression, sur aussi l'iconoclaste. C'est à ce titre-là justement que cette problématique qu'on va aborder ce soir, évidemment, vous interpelle, vous interroge et touche aussi à vos travaux. Et puis notre troisième invité ce soir, c'est Alexia Fabre. Bonsoir, vous êtes conservatrice en chef du MACVAL, c'est le musée d'art contemporain du Val-de-Marne, rappelons-le, qui est situé à Vitry-sur-Seine. C'est un musée donc départemental, que vous avez un projet qui a maintenant vu le jour il y a une quinzaine d'années, mais vous étiez déjà à sa jeunesse dès la fin des années 90. Vous avez mené à bien donc ce projet. Ce musée, le MACVAL, a ouvert ses portes en 2005 dans un territoire donc bien particulier, en l'occurrence le département du Val-de-Marne, la ville de Vitry-sur-Seine. Donc il s'inscrit, et c'est en ce sens que votre présence pour participer à ce débat est importante, dans un territoire, un contexte social, géographique bien particulier que vous prenez en compte évidemment à travers ce projet du MACVAL. Ce débat, on va essayer de le tenir à peu près en trois parties. D'où viennent donc ces revendications identitaires? Quand sont-elles nées? Comment ont-elles commencé à s'exprimer? Est-ce qu'on ne voulait pas les entendre, les écouter jusque-là? Dans un deuxième temps, comment justement mieux les écouter, mieux les intégrer, et en quoi elles interrogent les manifestations, les culturelles, les expositions aujourd'hui, jusqu'où justement les intégrer sans verser dans un risque de censure ou d'autocensure? Et puis dans un troisième temps, en quoi ce contexte, ces revendications questionnent les institutions culturelles, les musées, les politiques publiques, les institutions publiques dans leur ensemble, et en quoi, comment doivent-elles se réformer pour mieux les intégrer? Et je rappelle évidemment aux spectateurs que vous pouvez poser vos questions à nos invités directement sous la vidéo diffusée sur la page Facebook du musée, une vidéo que vous pouvez d'ailleurs partager, et vos questions, évidemment, je les transmettrai à nos invités tout de suite. Une première question, je vais la poser peut-être d'abord à Elisabeth Caillet, et puis ensuite Thomas Golsen donnera son point de vue. D'où viennent à vos yeux justement, Elisabeth Caillet, ces revendications identitaires? Je rappelle l'intitulé en tout cas de notre débat, Liberté de création, la culture à l'épreuve de revendications identitaires, point d'interrogation. Alors d'où viennent ces demandes? Est-ce qu'elles sont effectivement récentes? En tout cas, le grand public, on va dire, en prend conscience
récemment, depuis quelques années, ou est-ce qu'elles préexistaient et on ne voulait pas les entendre, les voir, on regardait ailleurs? Alors moi, j'ai envie de dire tout de suite que ce ne sont pas forcément des revendications identitaires, hein, mais il nous semble plutôt que c'est une revendication d'égalité d'accès à des choses qui sont ouvertes à tous en droit, mais qui en fait ne sont pas données à tous, ne sont pas permises à tous. Et donc, il me semble que ce qui est ébranlé aujourd'hui, c'est plutôt notre écoute, hein, c'est-à-dire que nous pensions que notre universalisme républicain permettait de répondre à la totalité des gens qui avaient envie d'apprendre, se loger, travailler et se cultiver. Et en fait, on s'aperçoit maintenant que notre universalisme, en fait, était un certain privilège et qu'il est théorique, mais qu'il n'est pas effectif. Et je crois que, contrairement à ce qu'on peut dire, ce n'est pas une revendication d'identité séparée, disjointe, c'est une revendication de traitement égal à celui que nous pouvons avoir, nous, qui ne sommes peut-être pas stigmatisés de la même façon. Donc, je crois que c'est cette nouvelle égalité. C'est pour ça que la Fondation, par exemple, Lilian Thuram, souhaite ajouter à son nom, qui est déjà long, qu'elle cherche l'égalité, qu'elle cherche à éduquer à l'égalité. Ça n'est pas seulement contre le racisme, mais c'est aussi pour l'égalité. Et donc, il me semble que la grande raison vient de ce que, tout à coup, nous savons mieux écouter ces revendications qui ne savaient pas s'exprimer. Et elles s'expriment aujourd'hui parce que ça fait quand même 40 à 50 ans qu'on pratique, et Alexia est là pour en témoigner, ce qu'on a appelé la démocratisation culturelle, qui, quoi qu'il en soit, et malgré toutes les critiques qu'on peut en faire, réussit plus ou moins, et donc accède progressivement aux opérations culturelles, aux manifestations culturelles, des choses, des gens qui en étaient éloignés, écartés. Et donc ce sont ceux précisément qui y ont accès, qui tout à coup se mettent à dire bah, écoutez-nous, vous nous prenez parce que nous ne sommes pas. Voilà. Écoutez-nous, regardez-nous, partagez avec nous. Regardez-nous et permettez-nous d'y être pleinement. Et quand vous dites Elisabeth Caillé, elles s'expriment aujourd'hui, ça veut dire qu'elles sont nées, ou en tout cas elles ont été accompagnées par cette démocratisation culturelle de ces 50 dernières années, ou est-ce qu'avant elles s'exprimaient déjà, mais en fait on ne les entendait pas, on ne les regardait pas, on ne les écoutait pas? Je pense qu'elles ne s'exprimaient pas beaucoup, qu'il y avait une espèce d'intériorisation de la domination dans laquelle nous nous trouvons toujours d'ailleurs, et que cette domination était vécue avec une grande fatalité, comme finalement s'il n'y avait rien à faire. Et donc, il a fallu des militants comme Alexia et d'autres, heureusement dans le monde de la culture, qui ont essayé de susciter de la part de ces éventuels acteurs, qui n'étaient justement pas dans la position de pouvoir être des acteurs, leur dire, mais si, vous aussi, vous pouvez être acteur. Et finalement, pour moi, nous avons réussi. C'est-à-dire, cette contestation aujourd'hui, moi, je suis ravie de toutes ces contestations, tant qu'elles ne sont pas violentes. Thomas Golsen, avant d'en venir ensuite, dans un instant avec Alexia Fabre, avec l'exemple justement empirique, si j'ose dire, du MACVAL plus particulièrement, Thomas Golsen, votre approche, votre regard sur la genèse justement de ce questionnement? Alors, moi, au préalable, je voulais dire que je ne fais pas partie des victimes justement des discriminations, des inégalités dont parlait Elisabeth Caillé. Donc, voilà, ça peut paraître un peu curieux de parler dans ce débat parce que je n'ai pas forcément de titre à y parler, mais en tant qu'historien de l'art et effectivement étudiant, comme vous l'avez rappelé, l'iconoclasme, l'histoire de l'iconoclasme, effectivement, j'ai une approche plus historienne finalement de ces questions. C'est là justement que ce débat vous interpelle vous aussi dans c'est ça. Et donc pour en revenir à votre question, j'ai l'impression que théoriquement le débat il a été déjà posé déjà il y a un certain temps. On peut penser qu'il a été posé dès les années 60 en fait, au moment des droits civiques aux États-Unis, et puis il a été posé dans les années 70 au moment aussi de la grande éclosion de ce qu'on appelle la seconde vague du féminisme. Il y avait déjà des mouvements dans le milieu artistique pour revendiquer plus de place faite aux femmes, plus de place faite aux personnes qui étaient discriminées pour des raisons de racisme. Je pensais là, avant l'émission à la juriste Catherine McKinnon,
Donc, il a écrit un livre qui s'appelle Only Words en 1993, dans lequel elle rappelle que dans la Constitution américaine, mais ça vaut aussi pour la Constitution française, la liberté d'expression est vraiment garantie. Mais le problème, selon elle, et je pense que ça c'est quelque chose qu'on peut partager, c'est que ce qui n'est pas garanti, c'est l'accès à cette liberté d'expression qui concrètement en fait n'est pas permise à égalité pour tout le monde. Et donc elle dit que il y a un droit à l'égalité qui est aussi dans la Constitution et qui est aussi évidemment au fondement de la République française, de la Déclaration des droits de l'homme, mais que en fait concrètement, historiquement, le droit à l'égalité vient se heurter au droit à la pratique de la liberté d'expression qui est en fait monopolisée par une certaine partie de la population qui domine les institutions, qui domine les lieux de pouvoir. Donc c'est une égalité formelle en quelque sorte, mais qui ne se traduit pas en égalité réelle à cause de cet accès empêché. Voilà, et quand on étudie l'histoire de l'art, et notamment là je pense beaucoup aux féministes qui ont fait de l'histoire de l'art et qui ont complètement renouvelé l'approche de l'histoire de l'art, on s'aperçoit que cette inégalité, elle est construite depuis extrêmement longtemps. Elle est construite depuis qu'il y a de l'histoire de l'art, à la fois de la part de la sélection des artistes qui a été majoritairement une sélection faite par des hommes et qui ont sélectionné des artistes hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout linéaire, c'est-à-dire que la période où l'histoire de l'art s'est constituée comme science, c'est aussi la période la plus sexiste dans les rapports entre hommes et femmes dans le monde de l'art, c'est-à-dire le 19e siècle et le début du 20e siècle. Alors qu'auparavant, par exemple, au XVIIe siècle, il y avait beaucoup d'artistes femmes qui ont tendance à avoir été mises de côté dans la constitution des grands musées, des grandes collections et dans les présentations muséales dont on a hérité aujourd'hui. Merci Thomas Gossen. Avant de prendre quelques-unes des questions qui commencent à affluer sur la page Facebook du musée, Alexia Fabre, donc votre expérience, vous, de militante, comme disait Elisabeth Caillet tout à l'heure, d'ailleurs, à travers cette expérience du MACVAL, le MACVAL, c'est un projet bien particulier, dans un territoire bien particulier, un projet qui a maintenant éclos depuis une quinzaine d'années, et ces questions justement de l'accès qu'évoquait à l'instant Thomas Gossen, vous vous les êtes posées dès la genèse d'ailleurs de ce projet qui était d'ailleurs pas tellement souhaité au départ, qui a eu du mal à voir le jour. Oui, Renaud, tout à fait. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez employé le mot d'empirisme, d'un projet empirique, et il y a beaucoup de ça dans ce projet qui nous a permis de beaucoup réagir, nous adapter, comprendre le territoire et réagir à ce territoire. Et en effet, comme vous le disiez, c'est un projet en lequel personne ne croyait au tout début, qui était entouré de beaucoup de doutes, d'incertitudes, voire de préjugés. À l'origine, donc, il y a 15 ans ou un peu plus, et les préjugés perdurent, mais ils ont un peu changé de champ d'expression. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Dans le fond, ce qui s'exprimait, c'était pourquoi un nouveau musée, si près de Paris, mais si loin quand même dans la pratique, et surtout, pourquoi un nouveau musée pour cette population. Voilà, il y avait beaucoup de ça dans l'opposition politique, mais aussi dans l'idée générale, dans cette idée d'une population de banlieue. Alors, cette population, quelle est-elle? Moi, je n'ai pas la prétention de la connaître dans son entièreté, mais néanmoins, c'est un territoire extrêmement cosmopolite, où la question de l'autre et de l'altérité est une réalité et existe par définition et de façon presque naturelle. À l'origine, le Val-de-Marne, ça a été un territoire d'accueil des artistes, et ça, j'aime bien le rappeler, un territoire presque de refuge. Par exemple, Julio González a fui l'Espagne franquiste et s'est réfugié à Arcueil, où l'on rejoint beaucoup d'artistes. Hans Hartung, par exemple, qui est devenu son gendre et qui fuyait l'Allemagne nazie. Et autour d'eux se sont réunis, pardon, j'ai un téléphone qui sonne, autour d'eux se sont réunis beaucoup d'artistes venus d'autres pays pendant, depuis le début des années 40 jusqu'aux années 70. Et j'aime bien cette idée d'un territoire qui a accueilli les artistes. Et puis, c'est un territoire qui a accueilli des populations venues d'ailleurs, beaucoup de populations venues d'Europe du Sud. Vous m'entendez bien toujours, malgré le bruit de fond? On entend bien la sonnerie aussi. Désolée.
Voilà, avec des communautés portugaises très importantes, toujours espagnoles, italiennes, et puis des populations venues d'Afrique du Nord et d'Afrique, et puis des populations venues du Vietnam, puisqu'il y a une longue tradition d'accueil des Boat People, des Arméniens, et puis voilà, aujourd'hui, d'autres populations, ce qu'on appelle les Parisiens, qui parfois traversent le périphérique pour s'engager sur ces nouveaux territoires, ou des provinciaux que je suis. En fait, je parle de cette population, donc mêlée, mélangée, parce qu'elle est à l'origine du projet artistique du musée. En fait, c'est parce qu'on s'est imprégné de ceux qui allaient devenir les destinataires, ceux à qui le musée était destiné, que l'on a développé un projet artistique différent des autres musées qui venait les compléter l'offre muséale. Ça se traduit comment, Alexia Fabricio? Par le choix des expositions, le choix, c'est fait en, comment dire, en interaction, en participation avec justement la population du département? Bien sûr, mais à tous les niveaux. Mais le premier choix, c'est la définition même de l'orientation de la collection, qui est une collection qui est consacrée à l'art en France, l'art en France. Et l'art en France composé des artistes français, des artistes réfugiés en France, avec cette idée qu'il y aurait ainsi une sorte de reconnaissance entre ce paysage artistique qui accueille des artistes venus d'ailleurs et une population en partie venue d'ailleurs, qui est une forme de réflexion, de mise en valeur de l'altérité au sein même du musée, et d'une altérité qui partage un territoire commun. Voilà, la vie en France, la vie dans le Val-de-Marne, la vie à Vitry, mais qu'il y ait vraiment cette forme de reconnaissance de l'altérité. Alors après, bien sûr, il y a les autres développements des actions du musée, les expositions temporaires, la médiation, dont j'aimerais bien qu'on puisse vraiment discuter avec Elisabeth. Ça se traduit dans le fond dans ça traverse toute l'action du musée, ça traverse la composition de son équipe également, avec l'idée qu'il y ait des gens de Vitry, du Val-de-Marne qui travaillent au musée et qui soient dans le musée les ambassadeurs du territoire et qui en soient aussi les ambassadeurs du musée à l'extérieur. Et quand je parlais de préjugés qui se déplacent, voilà, je pense aux thématiques que l'on aborde aujourd'hui et pour lesquelles on y reviendra peut-être. On nous demande si voilà, c'est possible de parler de certains sujets comme le postcolonialisme, comme la question du genre, comme la place des femmes dans un territoire comme Vitry. Voilà. Et votre réponse est oui, c'est possible? Bien sûr que c'est possible, C'est ce que vous faites. mais bon, ça c'est l'histoire de notre vie et ça suppose l'intégration des artistes, l'inclusion de la population et puis surtout, et ça on y reviendra peut-être, une médiation enfin, qui constitue notre bras armé Mhm. parce que voilà, on peut tout montrer, on peut tout dire, on peut tout expliquer, mais à partir du moment où on accueille le public, à partir du moment où on le reconnaît, où on reconnaît aussi sa parole, et c'est là que se situe pour moi vraiment la médiation. Ce ne sont pas des outils, ce sont des personnes qui accueillent et qui accueillent aussi la parole de l'autre et éventuellement aussi ses avis différents. Elisabeth Caillet, justement sur cet enjeu de la médiation, comment est-ce qu'on accueille, comme le disait Alexia Fabre à l'instant, ces autres paroles, comment on les intègre? Et pour compléter la question, je vais la déplacer un petit peu, mais en prenant déjà une question posée, une des questions posées sur la page Facebook du musée, et vous aurez l'occasion d'y répondre évidemment si vous le souhaitez. C'est une question de Kaidi qui demande, donc là non pas sur la parole de ces populations, mais sur les artistes eux-mêmes. Comment lutter, demande Kaidi sur la page Facebook du musée, comment lutter contre le manque de diversité dans nos institutions culturelles? Comment expliquer que les artistes racisés, dit-il, composent un pourcentage si faible dans nos institutions, c'est une question de Kaidi, par rapport notamment aux États-Unis? Alors moi, je voudrais repartir des raisons pour lesquelles il y a ce surgissement de ce questionnement très particulier sur les identités. Et arriver à la question que vous posez. Je crois que le niveau d'éducation a énormément augmenté et que effectivement maintenant le dialogue qu'on peut avoir avec ces populations, ces destinataires qui n'étaient pas véritablement concernés, qu'on n'arrivait pas à concerner, qu'on n'arrivait pas à intéresser au sens plein du terme à nos préoccupations, vient de ce que nous étions, et ça c'est peut-être une question dans laquelle il faudrait vraiment débattre, c'est-à-dire que nos musées, plus les collections permanentes et évidemment moins les jeunes musées comme celui du Macbal, mais traditionnellement nos musées, en particulier nos musées d'art, qui étaient un peu la focale sur laquelle travaillait le ministère de la Culture,
alors que ce n'est pas du tout les plus nombreux. Les plus nombreux sont les musées de société, donc c'est pas du tout. Mais il y avait une espèce de modèle dominant. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans le monde des musées, on faisait comme si tous les musées étaient des musées d'art. Et on s'aperçoit que là, l'histoire de l'art était une histoire dans laquelle on avait un discours qui effectivement était complètement élitaire. Et je crois l'est pour une part encore. Donc, comment lutter contre ça? Peut-être en faisant des actions. Alors là, on aborde sur les propositions, en quelque sorte, mais des choses qu'on a expérimentées de façon encore trop petite et qu'il faudrait développer, hein, avec la Fondation Thuram et avec des associations comme l'association de Françoise Vergès, Décoloniser les arts. Il y a des choses très faciles à faire et qui sont de la médiation culturelle, qui relèvent de la médiation culturelle. Par Vous exemple? pouvez aller au Louvre et vous pouvez regarder La liberté guidant le peuple, vous pouvez regarder les Chardins, vous pouvez regarder des quantités de tableaux qui présentent du chocolat, du thé, du coton, ou un événement comme celui du radeau de la Méduse. Hein, personne ne sait ce que c'est que la Méduse, il suffirait d'expliquer ce que c'est que la Méduse et pourquoi il y a ce noir qui est là et quelle était la position de la croix par rapport à l'abolition de l'esclavage. Et tout à coup, les choses changent, la façon dont on regarde l'œuvre change. Si on se met à produire et à présenter un autre discours que celui qui est le discours traditionnel de l'histoire de l'art dans des musées d'art, on obtient quelque chose qui peut parfaitement intéresser des gens qui ont un niveau d'éducation qui a nettement augmenté et qui sont pour l'instant peu concernés par le discours qu'on leur présente. Si tout à coup ça les concerne et qu'on leur explique que le coton et pourquoi cette femme porte telle robe, d'où viennent les bijoux, les diamants, etc., et qu'on s'aperçoit que derrière, il y a toute une histoire qui est l'histoire de la colonisation, qui est l'histoire de la mise en place du capitalisme mondialisé, tout à coup, on intéresse les gens. Et nous avons fait cette expérience, nous, 2 fois. Je cite très rapidement ces 2 exemples. Au musée de la Croix, où nous avons fait une présentation d'un accrochage. En fait, on a gardé l'accrochage du musée, on l'a un tout petit peu modifié, mais quasiment pas. On a fait une double lecture avec 2 cartels, un cartel Histoire de l'art et un cartel qui était produit soit par Lilian Thuram, soit par Françoise Vergès. Et c'était ensuite, alternativement, les 3 acteurs de ces cartels, les 3 producteurs, concepteurs de ces cartels, qui présentaient l'exposition aux gens qui venaient. Et tout à coup, les œuvres prenaient une toute autre dimension. Même chose quand on a fait une exposition avec le musée, quand on a travaillé sur le modèle noir avec le musée d'Orsay. Quand Lilian Thuram faisait une visite sur le modèle noir, il ne racontait pas la même chose que ce que racontent les conservateurs qui habituellement faisaient, ou les conférenciers qui habituellement faisaient les visites. Donc je crois qu'il y a du côté de la médiation des ressources absolument gigantesques qui ne sont pas coûteuses et qui permettent d'avoir une relecture, une diversité des regards et donc d'intéresser véritablement des gens qui n'ont pas les codes et la maîtrise des savoirs que nous possédons et que nous imposons finalement. Voilà. Merci Elisabeth Caillet. Thomas Golsen, sur cet enjeu de la médiation, ça passe par cet effort justement d'explication, d'ajout, d'intégrer d'autres explications, d'autres regards, d'autres cartels, comme l'expliquait à l'instant Elisabeth Caillet. Et je reprends aussi la question, si vous avez un regard sur cette question que posait Adeline Kaidi tout à l'heure, sur la faible proportion des artistes racisés, notamment au regard peut-être de la situation aux États-Unis. Si vous pouvez répondre éventuellement à ces 2 questions. Oui, je pourrais répondre avec une seule réponse. En fait, à mon sens, et avant même de penser à la médiation, il y a un problème, particulièrement en France, c'est le problème de l'éducation artistique. C'est-à-dire qu'il y a il y a une très faible éducation artistique. Je ne dis pas ça pour critiquer les professeurs d'enseignement plastique dans les collèges et dans les lycées, mais plutôt que
quantitativement, en fait, on a très peu de cours et on le voit bien aussi par rapport à nos voisins européens en Grande-Bretagne ou en Allemagne où l'éducation artistique est globalement plus importante, ce qui fait aussi que l'art contemporain est beaucoup mieux intégré dans ces sociétés, dans les débats publics. Les artistes là-bas font pas l'objet de risées ou de moqueries comme il peut y en avoir en France. Mais c'est des personnes voilà, qui sont respectées pour leur travail et juste qui sont admises dans la société. En France, c'est beaucoup moins le cas. Donc ça, je pense que déjà, c'est un gros problème et que s'il y avait un effort vraiment conséquent qui était fait pour l'éducation artistique dès le plus jeune âge, qui comprend non seulement l'accès au musée, mais aussi la pratique, eh bien, il y aurait une plus grande diversité de gens qui s'inscriraient ensuite dans les écoles d'art. Moi, j'ai enseigné en école d'art pendant longtemps bon, c'était une assez grande école d'art, enfin réputée, et il y avait une relativement faible proportion de personnes qui étaient issues de l'immigration. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de reproduction d'une espèce de noyau bourgeois d'origine, disons, blanche qui alimente à la fois le public des musées majoritairement et qui alimente aussi les milieux artistiques. Et ça, c'est un problème qu'on trouve, disons, dans le domaine de la culture d'une manière générale et qui avait été analysé en son temps par Pierre Bourdieu. C'est le problème du fait que la culture est une des formes de la domination, en fait. Et comment casser ça? Ben, c'est très difficile et ça prend beaucoup de temps et ça demande une volonté politique et ça demande des efforts à la fois des institutions, mais aussi de la part des individus et des collectifs qui peuvent s'engager là-dedans. Je prends juste un dernier exemple pour finir mon propos, pour montrer que le chemin est encore à faire. Il y a eu un fait divers bon, qui avait choqué pas mal de monde il y a quelques temps, une classe. Alors, je ne me rappelle plus si c'était une classe de collège ou de lycée qui était en visite dans un grand musée parisien. Et bon, les élèves faisaient un peu de chahut. Et il se trouve que c'était des élèves qui venaient d'un musée, d'un établissement de banlieue. Quelqu'un dans l'équipe du musée a dit à la professeure mais vos élèves, là, plutôt qu'aller au musée, il ferait mieux d'aller à la piscine. Comme si pour ces élèves-là, le sport c'était bon, mais la culture, ça allait pas. Donc, je pense que tant qu'on raisonne encore dans ces termes-là, eh ben, on a du souci à se faire pour l'intégration, effectivement, de personnes racisées dans les musées et chez les artistes. Alors justement, Alexia Fabre, cette question de l'intégration, notamment de jeunes, bah vous la vivez, vous la posez, vous la vivez depuis 15 ans sur cette diversité justement. Et je crois d'ailleurs que, et là on est effectivement déjà évidemment dans la deuxième partie de notre débat sur comment mieux intégrer ces attentes et ouvrir justement le regard et diversifier aussi la population. Je crois que au lendemain du premier confinement, lors de la réouverture du MACVAL après le premier confinement. Ce sont d'ailleurs des mineurs isolés, je crois un groupe de mineurs isolés qui ont été les premiers visiteurs du musée. Oui, oui, bah c'est amusant parce que je vous avais confié cette anecdote de façon un peu, encore une fois, un peu empirique. En effet, la réouverture du musée nous a tous beaucoup surpris. On était très émus. On le sera moins la deuxième fois puisqu'on continue à s'habituer. Mais c'est vrai que les premiers visiteurs, c'était un groupe de mineurs isolés. Voilà, on travaille avec le CHUM d'Ivry, enfin, on travaille avec beaucoup de structures d'accueil, enfin, de toutes sortes. Et donc, on était, oui, on était surpris, on était émus, on a été aussi surpris que tout l'été, le public très, très local réponde à la réouverture du musée, puisque justement, voilà, c'était plus compliqué de se déplacer. Et c'était assez beau de voir un public très local, celui auquel on est prioritairement destiné, voilà, répondre à l'invitation. Pour revenir un petit peu sur la question qui vient d'être posée par la personne qui assiste à ce débat, je partage complètement son interrogation et en même temps, d'accord aussi avec Thomas, moi je crois terriblement en l'éducation et l'éducation est en train de porter ses fruits. Et aujourd'hui, on est en train de voir arriver des nouvelles générations d'artistes, d'universitaires aussi, de conservateurs,
qui n'étaient pas présents réellement dans les années précédentes. Moi, j'ai présidé un jury à l'École des Beaux-Arts en 2015 et j'ai été vraiment frappée par le nombre de jeunes artistes, d'étudiants qui viennent de l'histoire de l'immigration. Et je crois qu'il y a quand même une question très générationnelle à laquelle Elisabeth faisait référence aussi tout à l'heure. L'éducation, l'accès à l'éducation, l'accès aux écoles d'art, pour lesquelles on peut aussi s'interroger sur la nécessité du baccalauréat. Je sais que Catherine Grenier, mon amie et collègue, porte vraiment ce sujet que je partage aussi. Mais voilà, l'accès aux études supérieures est une réalité aujourd'hui. On voit arriver des jeunes artistes, des jeunes commissaires d'exposition, des jeunes critiques d'art qui, évidemment, parce qu'ils portent ces questionnements sur l'autorité de certains récits ou sur le côté univoque de certains récits de l'histoire, portent ces revendications sur une interrogation qu'ils nous posent, hein, qu'ils emmènent dans les institutions. Donc moi, je suis assez optimiste à ce sujet. Pardon, Alexia, pour vous, il y a des signes aujourd'hui, justement, de diversification accrue. C'est un cheminement qui est en cours, qui est amorcé. Mais dans les artistes reconnus, il y en a de plus en plus qui dont les parents ou les grands-parents sont originaires d'Afrique ou d'Afrique du Nord. Nous, on a été très heureux de faire une monographie de Kader Attia qui s'est intitulée, et c'est un beau titre, et c'est un titre vrai, « Les racines poussent aussi dans le béton ». Voilà comment on se réancre après différentes migrations. Et j'étais heureuse que, voilà, sur la façade du musée, il y ait le nom d'un artiste voilà, qui vienne d'une certaine histoire, puisqu'il est d'origine en partie algérienne. Voilà, donc moi, c'est quelque chose en lequel je crois absolument, c'est quelque chose auquel on assiste. On vient de voir donc le prix du chant remporté par une jeune artiste qui s'appelle Kipwani Kiwanga, qui est africanée et canadienne. Je fais l'expérience en ce moment pour certains recrutements, on voit arriver par leur CV, voilà, de nouveaux profils. Il y a 15 ans, quand on a lancé les grands recrutements de constitution de l'équipe, je vais faire très vite, hein, mais pour certains postes statutaires qui demandent un certain niveau d'études, finalement, c'était plutôt des franco-français. Et aujourd'hui, on voit arriver une véritable altérité, une véritable diversité, beaucoup de jeunes femmes, voilà, qui ont atteint des niveaux d'études tout à fait différents d'il y a 15 ans. Et donc, moi, je suis très, très optimiste parce que je crois que la dynamique est lancée, je crois que les choses sont en cours, il y a du retard, il y a des choses à rattraper, comme il y en a eu à rattraper pour la présence des artistes femmes dans les collections, mais je crois que c'est en cours et que la dynamique est en marche. Mais est-ce que vous faites école? Parce que pour rebondir, est-ce que vous n'êtes pas un cas à part? Pour rebondir, juste, Alexia Fabre, il y a une question de Marie-Emmanuelle sur la page Facebook du musée qui dit, elle dit, Marie-Emmanuelle, mais l'art, les créateurs, pourquoi ont-ils oublié de s'inviter dans les espaces populaires pendant si longtemps auprès de celles et ceux qui n'y ont pas accès aussi facilement que les connaisseurs? Est-ce que le MACVAL de Vitry n'est pas une exception dans cet univers-là? Non, je ne crois pas. Je crois que tous les musées commencent à réfléchir leur histoire, réfléchir leur collection. Voilà, je repense à l'expérience dont Elisabeth parlait de comment le musée de la Croix voilà, fait relire aussi ses collections. C'est un sujet dont Thomas peut peut-être nous parler aussi, puisque il avait évoqué entre nous une expérience aussi très intéressante sur ces musées qui commencent à réfléchir leur histoire, les musées d'art, les musées d'histoire de l'art. C'est quelque chose que les musées de société, bien sûr, ont engagé depuis longtemps. Mais je crois que, encore une fois, il y a du retard à rattraper, mais je ne crois pas du tout que le MACVAL soit unique. Mais sa situation, par contre, certainement l'est. Mais je crois que voilà, cette dynamique commence à être partagée par de nombreuses institutions. Alors, avant de redonner la parole à Thomas Golsen, Elisabeth Caillé, justement, sur cette relecture, donc cette relecture des musées, il y a les œuvres aussi, il y a les œuvres qui sont dans l'espace public, sur lesquelles on se questionne, on s'interroge. La Fondation Lilian Thuram, je crois, a lancé justement un travail pour passer en revue, en quelque sorte, une dizaine ou une quinzaine d'œuvres dans la capitale, une quinzaine de monuments donc, exposés en public. Alors, lesquels et pourquoi? Dans quel but? Pour faire quoi? Alors, nous, effectivement, on est tout à fait conscient que… moi, je ne voudrais pas rejeter le problème. Il y a des choses qu'on peut faire tout de suite. Donc, je parlais de la médiation sur les œuvres existantes. Ce n'est pas cher, ça peut se faire rapidement. Et comme le dit Alexia, on n'est pas obligé d'être
d'attendre trop longtemps. Je ne crois pas qu'il faille attendre que l'éducation nationale ait réglé tous les problèmes, parce que là, on y en a encore pour très longtemps. Je crois effectivement qu'il y a une dynamique qui est lancée, mais qu'il faut pousser, véritablement, un peu comme il y a eu la loi sur les quotas d'hommes et de femmes. Si on veut véritablement intégrer les gens qui sont discriminés, les personnes qui sont discriminées aujourd'hui, il faut pousser. Et donc, on s'est dit qu'il fallait quelque chose de visible. Et comme il y a eu toute cette affaire sur les monuments, et en particulier donc, des monuments qui célébraient des personnages qu'on pouvait juger avoir été colonisateurs, en tout cas avoir contribué à la colonisation, comme Colbert, comme Jules Ferry, comme Schœlcher. On s'est dit, finalement, est-ce qu'on pourrait, nous, simplement, fort de l'expérience que nous avions eue du musée de la Croix et du musée d'Orsay, il est possible de tenir des discours et de les faire connaître. Alors, c'est très difficile parce que les monuments d'espace public, on s'aperçoit que les gens les regardent peu. Et qu'en fait, ça imprègne notre inconscient, notre imaginaire, mais que finalement, on ne l'analyse pas beaucoup. On avait réfléchi à ça il y a 20 ans, je me souviens, quand j'étais encore au ministère de la Culture, sur comment faire pour que les gens prennent conscience de la signification des monuments qui sont dans l'espace public. C'est très difficile. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'imprègnent pas de façon négative, ou en tout cas de façon douloureuse, ceux qui peuvent contester, enfin, qui peuvent regarder Colbert comme étant à l'origine du Code noir et non pas comme étant le grand organisateur, etc. Donc, on est en train d'identifier. Qu'est-ce qu'on en fait, ces monuments? Alors, vous, la Fondation, vous voulez en faire quoi? Je n'ai pas la solution, nous allons le tenter cette année, mais on a été un petit peu retardé par un machin qui est le virus, là, et donc se promener dans l'espace public pour réfléchir à plusieurs sur ce qu'on pourrait raconter de ces monuments et qui soient significativement intéressants pour d'autres que le piéton pressé qui en fait ne les regarde pas, ça demande un vrai travail. Donc toutes les idées, toutes les suggestions sont bonnes. Nous avons pensé bien évidemment à Colbert, nous avons pensé à Jules Ferry dans les Tuileries, donc Colbert devant l'Assemblée nationale, Jules Ferry dans les Tuileries, mais nous nous posons aussi des questions, et puisque nous sommes dans une réunion qui concerne la Cité nationale d'histoire de l'immigration, bien évidemment nous avons pensé au magnifique bas-relief de Jammiot, qui ceinture ce splendide musée, qui est quand même l'ancien palais des colonies, ce qui a été fait au moment de l'exposition coloniale. Donc, pour nous, c'est symbolique, on aimerait bien travailler là-dessus. Je ne peux pas vous dire ce qu'on va trouver, on a plein d'hypothèses, il faut qu'on les teste. Ça a toujours été, nous, notre façon de faire. On réfléchit, on est nombreux, on essaye de se mettre ensemble pour trouver des bonnes idées et des bonnes solutions. C'est plutôt un travail d'explication, de façon à croiser les regards et à relire cette histoire-là, c'est ça? Exactement, exactement. Et il faut que les gens puissent se sentir concernés. Faire accéder les gens à la culture, ça veut dire les intéresser au sens plein du terme, les mettre à l'intérieur d'eux et se mettre donc en tant que médiateur entre les œuvres et les publics. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire aussi dans d'autres champs artistiques, avec l'Observatoire de la liberté de création, où on se dit que ce qui est important, c'est d'expliquer. Il faut expliquer et éviter qu'il y ait une rencontre sans explication. Et donc, la première des choses, c'est d'apprendre à regarder les œuvres. Et c'est là que les historiens de l'art ou des savoirs techniques sont extrêmement importants pour pouvoir apporter leur propre lecture à eux, et que c'est par ce biais-là qu'on arrive à intéresser les publics qui ne sont pas les publics habituels de ces lieux-là. Thomas Golsen, il faut expliquer, comme le dit Elisabeth Caillé, croiser les regards, relire, pour ne pas verser éventuellement dans une forme de censure. Est-ce que c'est ça le chemin, ou est-ce qu'il faut faire au cas par cas, selon les… Et qui décide, en fait, qui décide à quel moment, comment traiter tel ou tel édifice ou tel monument? Je dirais qu'avant d'expliquer, il faut écouter déjà. Il faut écouter les revendications. Alors moi, je ne dirais pas revendications identitaires, parce que pour moi, comme l'avait dit Elisabeth Caillé, ce n'est pas au nom d'identité forcément que ces revendications soient portées, mais plutôt pour revendiquer plus d'égalité. Moi, je ne connais qu'un seul mouvement politique qui se revendique identitaire, et je ne pense pas que c'est de lui dont on parle aujourd'hui. Mais il faut écouter effectivement des mouvements, et là j'élargirai un peu, parce qu'il y a les mouvements effectivement qui
qu'on a vu apparaître dans le sillage des États-Unis avec Black Lives Matter. Mais il y a aussi, depuis 2018, le mouvement MeToo qui a énormément contribué à faire changer beaucoup de choses dans les mentalités, dans les institutions artistiques, dans les écoles d'art. Il y a eu beaucoup de groupes de parole qui se sont ouverts pour dénoncer le sexisme, dénoncer des comportements déplacés, etc. Et mettre en valeur effectivement des femmes ou des personnes qui avaient été discriminées pour des orientations sexuelles pas dominantes. Donc voilà, les mouvements militants féministes, LGBT, antiracistes ont aussi une parole qu'il faut d'abord apprendre à écouter. Si elles s'expriment parfois de manière violente, c'est parce qu'on ne les écoute pas dans les médias traditionnels, en fait. Et donc, il faut bien trouver des débouchés pour que cette parole-là puisse s'exprimer. Pour revenir au statut des boulonnais dont parle Elisabeth Caillé, je trouve que c'est un sujet très, très intéressant dont j'ai traité cette année dans mes cours, parce que ça montre bien que l'histoire n'est pas figée. Et tous ceux qui veulent figer l'histoire et qui veulent figer le patrimoine dans une espèce d'image qui serait inaltérable comme du bronze, en fait, ne comprennent pas ce que c'est vraiment que l'histoire et ce que c'est en particulier l'histoire des images. C'est-à-dire que ces monuments qui datent à peu près tous de la fin du 19e ou du début du 20e siècle, on a voulu les imposer dans un certain moment de l'histoire de la République, la Troisième République, et ça correspond au grand essor de l'Empire français, de l'Empire colonial, de même de l'Empire britannique. Donc, voilà, c'est ça qui est remis en cause, c'est-à-dire que c'est remis… Est-ce qu'il faut le raconter, Thomas Golsen? Excusez-moi, ça, ce que vous dites, est-ce qu'il faut exactement raconter, re-raconter ce contexte, justement, et au grand public, ou est-ce qu'il faut les déboulonner, pour le coup Pour moi, ça pose la question de quelle image on veut donner, effectivement, de l'histoire de France. Est-ce qu'on veut donner l'image de l'histoire de France racontée par les dominants et racontée par ceux qui, effectivement, ont conquis des territoires qui n'avaient rien demandé en Afrique ou en Asie, ou est-ce qu'on veut raconter une autre histoire de France? En Grande-Bretagne, il y a certaines villes, certains maires qui ont eux-mêmes, avec l'accord de la population locale, démonté certaines statues. Et il y a des artistes qui ont proposé d'autres monuments à la place, justement pour refléter plus la collectivité actuelle et les valeurs qui sont portées aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est quelque chose dont on peut s'inspirer. Vous évoquiez l'exemple de l'Angleterre, justement. Je crois que si on passe dans la troisième partie de notre débat sur la remise en cause on va dire des institutions culturelles, des musées, dans quelle mesure ils doivent faire en quelque sorte leur examen de conscience ou pas, et jusqu'où pour bouger dans ce sens-là, je crois justement, Thomas Golsen, que vous aviez un exemple qui s'est déroulé en Angleterre, à Manchester, l'exposition de Sonia Boy, je crois. Je crois qu'il y a une image d'ailleurs qui va être projetée pour illustrer cet exemple-là d'un musée qui s'est interrogé, en tout cas sur une exposition, sur son exposition. Oui, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien l'image. Donc, c'est un tableau de la fin du 19e siècle de John William Waterhouse, qui est un artiste très connu en Grande-Bretagne, et Sonia Boyce, qui est une artiste contemporaine très, très connue aujourd'hui, qui a eu le Turner Prize, donc qui est très estimée en Grande-Bretagne, même de manière internationale, a eu une grande rétrospective à la Manchester Art Gallery en 2018. Et en fait, pendant un an de préparation de cette exposition, elle a réuni l'équipe du musée, la direction, mais aussi des visiteurs réguliers du musée pour questionner en fait l'accrochage du musée, qui est un musée d'art classique, disons, moderne et contemporain. Et il est apparu qu'il y avait une salle en particulier qui posait problème, qui était consacrée à ce qu'ils appelaient la recherche de la beauté. Et en fait, c'était une salle qui regroupait essentiellement de la peinture de la fin du 19e siècle anglais, dans laquelle se trouvaient que des artistes hommes qui avaient peint essentiellement des jeunes filles nues. Il est apparu lors des discussions que c'était une salle qui posait problème en termes de représentation de la féminité, une représentation très stéréotypée,
où les femmes étaient perçues soit comme des objets de désir pour un regard masculin, soit comme dangereuses. Et là, le tableau que vous voyez, Ilès et les nymphes, était emblématique de ça, puisque ça représente donc un jeune homme qui est séduit par des nymphes qui apparemment ont été peintes d'après des modèles très très jeunes, on parle de mineurs, donc ils vont l'attirer dans les eaux et il va en mourir. Donc au cours d'une performance qui a été organisée par Sonia Boyce avec d'autres artistes qui ont réinterprété des tableaux du musée, le tableau a été décroché. Et à la place, on a mis un petit panneau qui expliquait les raisons de ce décrochage et qui posait des questions au public. Par exemple, voilà, ce tableau est emblématique des représentations sexistes de l'époque victorienne. À votre avis, par quoi pourrait-on le remplacer, ou comment est-ce qu'on pourrait accrocher les collections du musée différemment pour justement critiquer ces représentations, les mettre en question et peut-être aussi présenter d'autres valeurs que celles qui étaient finalement pas problématisées, pas questionnées dans les accrochages précédents. Est-ce que, Alexia Fabre, je vous fais réagir justement à ce récit de Thomas Golsen, et je vais y ajouter une remarque d'un des spectateurs. Est-ce qu'il vaut mieux, effectivement, décrocher, remplacer par une autre œuvre qui donne un autre sens, etc., ou est-ce qu'il vaut mieux conserver, mais réexpliquer, faire tout un travail, justement raconter l'ensemble de l'histoire, y compris dans ses pages les plus sombres? Je vous soumets une remarque d'un spectateur, c'est Yann, sur la page Facebook du musée, qui écrit, enfin qui dit: Yann, les interventions sur les monuments existants sont, je pense, plus efficaces que les déboulonnements parce qu'elles permettent, ces interventions, de conserver une profondeur historique nécessaire à la compréhension justement et à la déconstruction donc des préjugés, des stéréotypes du passé. Elle offre une possibilité de critique. C'est ce que nous dit Yann. Alexia Fabre. Les deux, mon capitaine, je répondrai parce que, bien sûr, c'est au cas par cas. Je pense que ce qui se passe dans les musées sont des endroits où on se rend, on n'est pas obligé d'aller, où on choisit a priori de se rendre. C'est évidemment une situation différente de celle des œuvres dans l'espace public. Thomas le rappelait, peut-être Elisabeth, les œuvres dans l'espace public nous sont imposées. Nous ne les avons pas choisies. La plupart du temps, d'ailleurs, nous ne les voyons plus. Et quand nous les voyons, de toute façon, voilà, nous ne les avons pas choisis. Et donc, en effet, ça questionne l'écart entre le moment où elles ont été érigées en général pour raconter l'histoire des vainqueurs. Enfin, on le sait bien, ce sont toutes autant d'hommages aux grandes batailles, de célébrations des différents souverains. Enfin, c'est toujours l'histoire des vainqueurs. Et aujourd'hui, l'histoire de France s'est recomposée, diversifiée. Donc, c'est plus tout à fait la même histoire qui est partagée. Et cette histoire et ces monuments qui racontent cette histoire peuvent choquer les gens. Donc moi, dans le fond, en ce qui concerne l'espace public, je serais peut-être pas pour déboulonner, mais pour expliquer certainement, mais peut-être même parfois pour déplacer. Et je pense à une très belle expérience. Alors inverse, mais peut-être pourrait-on la mettre en place à cet endroit-là. Je pense aux nouveaux commanditaires qui dépendent de la Fondation de France et qui font émerger des œuvres dans l'espace public en y associant justement des riverains qui ont exprimé le désir de voir apparaître une œuvre, voilà, qui les intéresse, qui leur ressemble, qu'ils ont envie de voir tous les jours. Peut-être qu'à l'inverse, de la même façon, on pourrait mettre en place, voilà, non pas des comités, mais des groupes de réflexion qui associeraient des gens. Une question importante, excusez-moi, Alexia Fabre, c'est une question importante, c'est la légitimité de ceux qui décident. C'est-à-dire est-ce qu'il faut mettre effectivement en place des commissions indépendantes qui déciderait et qui mènerait ce travail? Qui est légitime pour le mener? C'est l'espace public. Alors, bien sûr qu'il faut qu'il y ait les représentants de l'espace public, mais il faut aussi qu'il y ait des représentants, à mon sens, des habitants. Et en effet, enfin, on peut faire un parallèle tout simple avec toutes les œuvres, toutes les statues. Alors, les œuvres, vraiment, en plus, la question se pose, mais les représentations de Staline qui ont envahi tous les pays qui ont été sous le joug soviétique. Évidemment, dès le début des années 90, les populations ont tout fait pour déboulonner ces symboles d'une oppression et de régimes qui les ont rendus si malheureux. Alors, on n'en est certainement pas à ce point-là en France, mais en même temps, il y a des gens qui peuvent être extrêmement choqués par certaines représentations. Donc, moi, je ne serais pas pour détruire, mais peut-être pour déplacer, pour remplacer. De toute façon, les œuvres dans l'espace public disparaissent au regard parce que l'habitude les fait complètement, les rend presque invisibles.
C'est pas tout à fait pareil dans les musées. Je trouve que l'expérience de Sonia Boyce est passionnante parce que dans le fond, elle questionne, tout en respectant les œuvres, hein, mais l'écart qu'il peut y avoir entre le moment où une œuvre est produite et le moment où on la regarde. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça aussi qui se pose à nous tout le temps. Peut-être un peu moins quand on est dans l'art contemporain, dans le présent, et où on défend des artistes qui justement rendent compte de ce présent avec voilà toute leur histoire. Mais cet écart entre une œuvre qui porte les symboles, la culture de son époque et qui est regardée 100 ans, 200 ans après. Ça, c'est pas précisément la mission de l'école, Alexia Fabre. Justement, je rebondis sur une remarque de Ruigi sur la page Facebook du musée qui dit c'est justement l'éducation nationale qui a un rôle à jouer. C'est elle qui participe plus que jamais à l'éducation artistique et culturelle. Est-ce que c'est pas l'école justement qui doit expliquer ça? C'est que l'histoire, bah, elle change. Enfin, le regard qu'on porte sur l'histoire change évidemment avec les époques, avec les périodes. Mais si, certainement. Et pour revenir sur ce que disait Thomas tout à l'heure, l'histoire n'est pas définitive et elle se réécrit sans cesse. Et c'est une notion absolument essentielle qu'il faudrait tout à fait partager voilà, dans l'enseignement national. Néanmoins, je pense qu'il appartient au musée ou je sais pas, enfin à tous ceux qui travaillent là-dessus voilà, de porter cette idée que le regard change et que le regard est nourri évidemment par l'histoire, par les progrès de l'histoire, par les transformations sociétales et que les artistes parlent d'une société et que on regarde ces œuvres depuis une autre époque. Et voilà, donc c'est dans cet écart, il me semble, que vraiment se situe un sujet très, très intéressant qui permet de relire, de critiquer, d'expliquer. Alors, en ce qui concerne les stéréotypes de la représentation des femmes dans l'histoire de l'art, il y a quand même beaucoup de travail pour revenir sur des milliers d'années de représentation. Mais en tout cas, celle qui nous aide le plus à ça, ce sont les femmes, les artistes femmes. Et Elisabeth Caillé, même question sur la légitimité. Qui détient la légitimité justement pour faire ce travail? Est-ce qu'il faut songer à créer des commissions indépendantes de telle ou telle nature? Et je complète ça avec, vous avez évoqué tout à l'heure le précédent de la parité qui en fait a permis, s'il n'y avait pas eu une loi et des quotas qui en fait, eh bien la cause des femmes, la présence des femmes dans la vie politique n'aurait pas augmenté comme elle a pu voilà, prendre davantage de place ces dernières années. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi songer, je ne sais pas, à des quotas d'artistes ou des quotas d'œuvres? Peut-être, j'avoue que je ne sais pas, je n'ai pas la solution. Je crois qu'il faut y réfléchir avec les directions de la culture, avec les élus, avec des associations représentatives des populations, comme le disait Alexia. Mais je voudrais revenir sur le rôle de l'éducation nationale. Je pense qu'on a tort de croire que c'est à l'éducation nationale de tout porter. Elle ne peut pas, la pauvre. Hier est sorti un rapport sur le fait qu'on est très très mauvais en mathématiques, donc il faut mettre la gomme sur les mathématiques, donc on faudrait renforcer les mathématiques. Les gens qui s'occupent du climat disent on n'est pas assez vigilants sur l'enseignement des problèmes climatiques, etc., etc. Donc moi, ce que je pense, c'est que l'éducation du regard, l'éducation de l'imagination, ça c'est quelque chose qui traverse l'ensemble des disciplines que donne l'éducation nationale, que délivre l'éducation nationale. Je crois qu'il faut vraiment que ce soit quelque chose de transversal. Et quand je m'occupais des questions d'éducation artistique au ministère, j'ai toujours insisté sur le fait qu'il ne faut pas cantonner l'éducation artistique dans le champ des professeurs dits d'art plastique ou d'art visuel, selon les noms qu'on veut leur donner. Parce que c'est toujours une discipline qui sera déconsidérée. Par contre, si on fait un travail avec le prof de maths sur le théâtre et ce que c'est que le zéro, ce que c'est qu'un auteur avec le prof de lettres, ce que c'est que l'histoire avec l'histoire, etc. Il faut qu'il y ait une transversalité de l'éducation à l'imagination, à la fiction. Nous insistons beaucoup à l'Observatoire de la liberté de création sur l'apprentissage de ce que c'est qu'une fiction. Nous ne sommes pas dans… La fiction apprend à regarder le réel. Et les œuvres de culture nous apprennent à regarder le réel. Et c'est cette relation entre la fiction et la réalité qu'il faut essayer de faire comprendre, ce qui nous permettrait aussi, chemin faisant, de mieux préparer les jeunes à la lutte contre les fausses informations. Je crois qu'il y a quelque chose là qui est très très important aujourd'hui et il ne faut pas croire que c'est aux professeurs d'art visuel d'enseigner ou aux professeurs je sais pas, de littérature d'enseigner le théâtre uniquement. Ça doit traverser l'ensemble de l'éducation nationale. Et donc c'est un axe
qu'il faut absolument installer au cœur même de la démarche pédagogique. Voilà, c'est ça que je dirais. Alors après, on pourra peut-être avoir des citoyens qu'on pourra réunir dans des comités citoyens pour qu'ils puissent décider de ce qu'ils ont envie de voir. Et je crois que l'exemple que prenait Alexia des nouveaux commanditaires est effectivement un bon exemple qu'il faudrait développer. N'oublions pas que les actions d'éducation artistique dans l'éducation nationale, c'est minime, ça touche 1% de la population scolaire. Donc on n'est pas à l'échelle de ce qu'il faudrait. Donc, il faut que ça traverse l'ensemble du travail que fait l'éducation nationale, mais pas le cantonner comme une discipline supplémentaire. Thomas Golsen, il y a des questions sur la page Facebook du musée autour de la notion de censure, c'est-à-dire le fait que finalement de retirer une œuvre plutôt que de laisser des traces, de laisser des monuments, de laisser des œuvres qui peuvent susciter le débat, c'est verser dans la censure. Oui, alors ça a l'air de verser dans la censure, mais en fait, il faut peut-être poser les questions à l'inverse, c'est-à-dire se dire que déjà, dans les musées, il y a une sélection, il y a déjà une sélection par l'histoire et puis par aussi les pratiques muséographiques tout le temps, en fait. C'est ce que font les musées, c'est de mettre des œuvres dans les réserves et puis d'en montrer d'autres. Donc, est-ce que ça aussi, c'est de la censure ou ça l'est pas? Donc, on va d'un côté dire que quand on enlève une œuvre qu'on a l'habitude de voir, c'est de la censure, et de l'autre côté, on ne va pas parler des œuvres qui sont invisibilisées depuis plus longtemps, et ça pose des problèmes quand on regarde parfois des chefs-d'œuvre qu'il y a dans les réserves, ou quand on regarde que pendant longtemps, il y a eu plein d'œuvres d'artistes femmes en fait, qui ont été mises dans les réserves parce qu'on considérait que c'était moins important. Moi, j'ai le souvenir d'avoir été au très bon musée du Mans, le musée du TC, il y a quelques temps, et il y a un tableau extraordinaire qui est attribué à Artemisia Gentileschi, donc la plus grande artiste femme du XVIIe siècle, et qui est dans les réserves, qui n'est pas montré dans le musée, dans les salles du musée. Donc c'est juste un exemple, mais ça, pour moi, c'est assez important de souligner que plutôt que de parler de censure, il faut déjà parler d'invisibilisation, qui sont aussi une invisibilisation de personnes, de groupes sociaux qui justement peuvent se sentir pas représentés dans ce qui est montré dans les musées. Et est-ce que ce que vous dites là à l'instant, Thomas Golsen, ça doit conduire les institutions culturelles, les musées, à diversifier davantage peut-être, je ne sais pas, leur fonctionnement interne, leur conseil d'administration, pour justement être plus réceptif à un certain nombre de demandes, puisque la question que vous posez, effectivement, enfin, vous soulignez qu'évidemment, toutes les œuvres ne sont pas exposées en permanence dans tous les musées, il y a des réserves, il y a des dépôts d'œuvres aussi, pour qu'il y ait en quelque sorte, je ne sais pas, peut-être davantage de diversité et peut-être de circulation des œuvres, est-ce qu'il faut que dans leur fonctionnement, ces institutions culturelles-là, à commencer par les musées, intègrent davantage cette diversité dans leur mode de fonctionnement et dans leur composition? Oui, ça me paraît assez nécessaire. C'est de même que si vous avez un conseil d'administration avec que des hommes, bon, malgré leur bonne volonté, les résultats ne vont pas être les mêmes que s'il y a une parité entre hommes et femmes, et de la même façon pour les questions d'origine. Si vous n'avez que des gens qui viennent d'une origine homogène, c'est sûr qu'ils vont être moins sensibles à certains problèmes qui se posent à des gens qui sont discriminés précisément pour leur origine. Et donc là, ça me paraît tout à fait nécessaire en France qu'il y ait un effort qui soit fait là-dessus dans les institutions culturelles. Alexia Fabre, d'un mot, parce qu'il nous reste vraiment 2 petites minutes, sur cette question de la diversité de la composition. Vous, par définition, vous êtes en prise directe avec cette diversité. Est-ce que, globalement, le monde culturel a un effort à faire dans ce sens-là? Parce que c'est un monde, en fait, assez conservateur de ce point de vue-là, le monde des institutions. Moi, je ne suis pas du tout conservatrice. Ça me fait toujours penser à Margaret Thatcher comme terme. Donc, vraiment, et puis je crois qu'il est un peu fort avec le déboulonnage des statues. Ce n'était pas pour les détruire, hein, c'était pour les déplacer. Mais bien sûr qu'il y a des efforts à faire. Mais quand on regarde aujourd'hui la composition de nos équipes, et on se regarde aujourd'hui, hein, on n'est pas des représentants de la diversité, en effet. Donc, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Je ne suis pas tellement pour les quotas parce que je reprends votre mot d'introduction, je suis plus pour un empirisme déterminé. Je crois que c'est en train d'arriver et que, voilà, il faut l'accepter, il faut l'accueillir, bien entendu, mais que c'est en train d'arriver
Et c'est comme ça que les musées resteront en phase avec leur temps, avec leur public et avec leur territoire. Donc moi, je suis plutôt optimiste, voilà, pour l'avenir de l'art, des artistes et des musées. Elisabeth Caillé, juste d'un mot, est-ce que vous partagez cette petite note d'optimisme pour conclure nos échanges, puisque là on arrive au terme? À la fois optimiste, mais je crois qu'il faut qu'il y ait des grandes, je sais pas, quelque chose, une grande manifestation publique. Nous, ça fait déjà 2 ans ou 3 ans qu'on essaye de faire une exposition qu'on a appelée Noirs de France, et on n'y arrive pas parce que les institutions n'en veulent pas. Et qu'il faut que les Noirs ils restent gardiens, vigiles, mais qui ne prennent pas le pouvoir. Et je crois qu'il y a quand même une difficulté absolument gigantesque et qu'on n'est pas prêt d'arriver au bout de nos affaires. Bon, le chemin est long, mais voilà, il est engagé. La pente est rude, comme disait l'autre, mais voilà. En tout cas, on conclura quand même sur ces échanges sur cette petite note d'optimisme, même si cette métamorphose est encore longue. Merci à tous les trois, Thomas Golsen, Elisabeth Caillé et Alexia Fabre, d'avoir participé ce soir à ce débat. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. En février, un autre débat donc du musée Parents Live se penchera sur ces questions identitaires, avec une comparaison d'ailleurs qui s'annonce passionnante avec la situation aux États-Unis qu'on a à peine effleurée ce soir. Ce débat en février, il se tiendra en présence notamment de Thomas Chatterton Williams, critique culturel, écrivain, collaborateur au New York Times Magazine, et de Nancy Fraser, philosophe, professeur de sciences politiques et de philosophie à la New School de New York. D'ici là, on l'espère tous, le Palais de la Porte Dorée, le Musée national d'histoire d'immigration est prêt à rouvrir ses portes, peut-être dès mardi, dès le 15 décembre. On est tous évidemment dans l'attente des décisions du gouvernement qui seront annoncées peut-être dès demain. En tout cas, voilà, on espère pouvoir retourner au musée dès mardi. En attendant le débat que nous venons d'avoir ce soir, vous pouvez le retrouver en podcast sur le site internet du musée. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes et on se retrouvera en 2021. Merci à tous et à très bientôt. Bonne soirée.